besi Kongo, bukani mukadilu, bukani mukikesa mudya kimpwanja, tuvumula mbunsu, zafumba na ntama, yetuka bwabu tusasuka twamanta, muyenge okangwa nzunza, muna bufuzi, satwa tungansi ya mpwena lugantama, muyenge pesinsi, luyinila, kunga wanlongo wansala sana eno, yelulendo, mukunda, kilimo kya wolo kya kimfumu kyeto, Kongo, kailu Kongo, wabakulu Kongo, onsi eto Kongo, siya zolwa Kongo, satwasema bantu twakuyesa twasikila, vumaku, suka ya yuni, wini wabwita, matatu mayuni, lumukyanlongo kalandemani, lumukyanlongo kakwelembu, yandefia kimpwanza, tusisila, kwa batego beto, mvoyengu. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir encore parmi nous. C'est un plaisir et un honneur aussi pour nous. Vous nous avez honoré, vous avez également honoré le public qui attendait à ce que vous vous prêtiez quand même à un jeu de questions-réponses parce que ça brûle dans nos lèvres de vous poser des questions qui nous tiennent quand même à cœur. Alors, puisqu'on va juste tourner autour de votre discours, mais j'aimerais quand même vous demander pourquoi justement vous insistez sur les dates qui commémorent les deuils, le pleur. Donc pour vous, le Congo est un lieu macabre. Comment voyez-vous le Congo? Parce que vous avez commémoré le 4 janvier, il faut mettre de banderoles. Le 2 août, il faut mettre des banderoles. C'est-à-dire, le Congo pour vous, c'est quoi finalement? Comment voyez-vous le Congo depuis un certain temps? Donc depuis 60 ans, on va dire, puisque ça vient de célébrer les 60 ans. Très bonne question. Vous dites la commémoration de l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet. Les Américains aussi commémorent leur fête nationale. Ok, les dates, c'est symbolique. Tout peuple au nord, c'est parti. Tout peuple a des références. Comme le 30 juin, c'est une référence pour nous. Comme le 4 janvier, c'est une référence pour nous. Comme le 17 janvier, la date de l'assassinat de Lumumba, c'est une référence pour nous. Et nous avons eu des millions de Congolais qui ont péri. Nous avons des millions de Congolais qui continuent à mourir. La date, c'est symbolique. Mais nous ne pouvons pas laisser ces âmes qui n'ont pas demandé à être tuées, qu'on nous a arrachées. Est-ce que Rossi Mukendi a demandé à être tué? Est-ce que Thérèse Kapangala a demandé à être tuée? Est-ce que mon ami Floribert Chebeya a demandé à être tué? Non. La dictature. Mais ces gens-là qui ont été tués, ils n'ont pas été tués parce qu'ils sont partis s'exposer. Ils ne sont pas partis s'exposer. La mort est venue les trouver. Ceux qui sont tués tous les jours à Beni, ceux qui sont tués tous les jours en Ituri, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, ils ne demandent pas. Mais ce sont des frères et sœurs. Ils sont des Congolais. Donc, pour moi, je ne peux pas laisser cette situation comme ça. C'est pour cela, vous voyez, et Dieu merci que nous avons quand même un prix Nobel. Notre prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, ne parle-t-il pas de ces rapports mapping? Quand il prend son prix, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un rapport qui moisit quelque part dans les tiroirs à New York. Donc, on ne peut pas laisser Mukwege seul dans ce travail. Nous devons l'accompagner. Nous devons tous Congolais et toutes Congolaises, nous devons regarder cette date-là et cette mémoire. Et il faut enseigner ça à nos enfants.
et aux petits-enfants. Une sous-question en rapport avec la même question, c'est-à-dire 60 ans pour vous représente le Congo, c'est un lieu macabre, c'est ça? Non, parce que ça, c'est le résumé de 60 ans du Congo, d'après vous. Voilà, c'est comme ça que je dis que certains de nos concitoyens, et j'ai mis nous avons trahi, comment dire, l'idée principale, l'idée motrice de cette indépendance-là, de nos pères de l'indépendance. Donc, 60 ans, on n'a rien fait. Nous n'avons rien à commémorer. C'est ça. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les Américains aussi vont fêter, ils vont commencer à raconter des choses là où ils sont. Et s'il n'y avait pas de Covid-19, ils pouvaient parler des choses plus intéressantes. Mais nous, 60 ans, si vous regardez la Corée du Sud, si vous regardez Singapour, si vous regardez la Malaisie, nous étions plus développés, je vais dire, en termes de revenus par habitant ou en termes de revenus national tout court. Mais qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire? Qu'est-ce que nous pouvons célébrer? On n'a rien à célébrer. C'est pour cela qu'il faut penser à nos morts pour que ça nous donne de l'énergie et nous dire ils sont morts pour la patrie et notre devoir, c'est de faire en sorte que le pays soit monté pour que demain, les enfants puissent avoir quelque chose à célébrer. Merci. Alors, merci. Une autre question relative à son discours. Je vais aller chez notre frère Gary Wele. Merci beaucoup. Monsieur Fayulu, je vais revenir peut-être plus tard sur le projet MAPIM, puisque apparemment ça devient, quand on voit l'échiquier de la classe politique congolaise, vous restez, vous, avec les docteurs Mukwege sur ce projet MAPIM, que beaucoup de leaders ne tiennent vraiment pas compte. Et comme le cardinal Ambongo, dans votre discours du 30 juin, vous revenez sur le projet de balkanisation de la RDC. Et vous allez même plus tard dans votre allocution d'un projet, si je peux le citer, de la création surnoise d'un État de Tanganyika. Croyez-vous réellement à cette thèse d'occupation et de balkanisation de la RDC? Et si oui, selon vous, quelles sont les solutions? J'y crois parce que M. Kabila est venu au Congo pour ça. Il est en mission. Sa mission, c'est de balkaniser les Congos. Et vous voyez ce qu'il fait. Cette affaire de 26 provinces. Si vous regardez les 26 provinces, c'était quelque chose qui était décidé par les sénateurs de la transition. Et ces sénateurs-là, ils sont partis dans nos territoires pour discuter avec les citoyens congolais, le peuple congolais. Et l'idée est venue en disant, bon, voilà, et si on faisait le 26 provinces? Mais ce n'était pas confirmé. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient, il y a des gens, ils ont dit qu'on devait les faire par le Parlement qui devait être élu. Et curieusement, on a glissé ça dans le projet des référendums constitutionnels. Et c'est passé. Et même quand c'est passé 26 provinces, il a décrété précipitamment. On n'avait pas besoin de décréter les 26 provinces comme on l'a fait. Il y a des chefs-lieux de provinces qui n'ont aucune infrastructure. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est donné les Tanganyika, où il a envoyé son petit frère devenir gouverneur, avec toutes les richesses qu'il y a au Tanganyika. N'oubliez pas, il y a les lithium là-bas. Et vous voyez ce qui se passe. Une armée qui vient, et moi j'appelle ça la principauté des Tanganyika. Et maintenant, on voit ce qui se passe, les signes sont là, les signaux sont là. Les signaux de la balkanisation. On instrumentalise les gens pour qu'il y ait continuellement trouble, désordre à l'est du pays. Ce qui se passe à Nituri, c'est instrumentalisé. Ce qui se passe au Nord Kivu, notamment à Beni, c'est instrumentalisé. Qui instrumentalise ça? Pourquoi pensez-vous que depuis longtemps que nous avons ces troubles-là, ces tueries, on n'arrive pas à arrêter? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Je dis que le jour où je mets mes pieds
à la présidence, une des premières décisions, c'est installer les camps Kokolo à Beni pour couper. Est-ce qu'on ne peut pas, avec les militaires que nous avons, avec les policiers que nous avons, avec le soutien de la communauté internationale, je parle de la MONUSCO, on ne peut pas assurer la sécurité de l'Est du Congo? Pensez-vous à ça? Croyez-vous à ça? Donc, si on n'arrive pas, c'est qu'il y a une volonté délibérée de déstabiliser les Congos. Mais qui est là? C'est Kabila. Pourquoi Kabila n'a pas laissé les résultats des élections normalement? Parce qu'il savait qu'il n'a pas encore terminé son projet de balkanisation. Ces projets existent. Avant, les gens pensaient que Fayoulou faisait de l'utopie et tout ça. Mais quand Monseigneur de l'Itourie, de Bounia, en parle, que j'ai vu une carte en Allemagne avec 4 provinces, est-ce que vous en doutez? Je suis parti, j'ai vu le représentant de la MONUSCO à Beni. Je lui ai fait comprendre dans ses explications, j'ai dit, vos explications montrent qu'il y a ces projets. J'ai vu le père à l'église, il m'a montré la carte. Comment ça se passe? Tout le monde le sait. Ceux qui ne veulent pas comprendre cela, c'est que ce sont des gens qui sont dans le complot. Le narratif que nous avons ici, ah oui, les Congolais, non, mais c'est notre pays. Le Congo doit rester un Congo indivisible. Donc, ces projets, ceux qui veulent ces projets, ceux qui ont contribué à balkaniser le Soudan, s'ils veulent venir avec leurs projets au Congo, le peuple congolais n'acceptera pas ces projets-là. Merci beaucoup. Ou on fait circuler? On peut passer au suivant, mais vous pouvez revenir, à moins que vous ayez une question, un follow-up. Oui, c'était par rapport au projet mapping dont il a fait allusion. Et nous avons le privilège, d'ailleurs, dans cette salle, parce que il y a certains amis qui étaient avec nous à New York le 1er octobre, je crois, c'était un vendredi 2010, de recevoir la toute première copie du rapport mapping. Et un rapport dans lequel les experts des Nations Unies ont fait un travail très louable, mais qui, à mon avis, reste dans les tiroirs. Vous, dans votre discours, vous revenez sur ça. Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, revient sur ça chaque fois quand il a l'occasion de parler. Mais quel est l'effort collectif? Quel est l'effort collectif que vous faites en tant que leader? Pas M. Fayoulou lui-même, pas Dr Mukwege comme individu, mais en tant que leader politique congolais. Quel est cet effort que vous faites compte tenu de toutes les recommandations qui se trouvent dans ces rapports? Il y a des noms qui sont cités, il y a beaucoup de choses qui sont citées dedans. Alors, comment est-ce que vous voyez la progression ou l'effort que vous faites en tant que leader maintenant pour arriver justement à implémenter ces recommandations qui sont dans ces rapports? Mais le premier effort, c'est en parler. Quand le docteur Mukwege saisit la tribune qui lui a été offerte pour en parler, ça c'est le premier effort. Moi j'en parle. Et j'ai décrété que la date du 2 août, c'est une date pour commémorer tous nos morts. Donc, si j'en parle, cela veut dire quoi? Je suggère à mes concitoyens aussi d'en parler, de suivre. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un devoir de mémoire, il y a un devoir de justice. D'abord, la justice. Il y a encore des familles. Parmi nous ici, il y en a qui sont touchés. Même si ce n'est pas ta famille directe, mais c'est la famille congolaise. Donc, l'effort que nous faisons, en parler, et chaque Congolais, chaque Congolaise doit s'en saisir et puis continuer. Nous allons arriver. C'est un effort. Tous ceux qui ont parlé de leur génocide dans leur pays, ils ont commencé, et puis il faut que le mouvement continue. Je vous dis, en tout cas, tous mes compatriotes qui sont en Occident, de prendre ça le 2 août, dans un mois, un peu d'un mois, d'un mois, pardon. Il faut, ici aux États-Unis et partout en Occident, commémorer cette date. Et si on le fait,
petit à petit, nous allons faire des plaidoyers jusqu'à ce que ce soit reconnu. Il faut que ce soit reconnu. Et je pense, comme vous avez dit dans votre discours, c'est une date pour que le peuple congolais puisse dire d'une seule voix assez à l'indifférence vis-à-vis de son supplice et aussi assez à la négation de son génocide qu'il subit depuis plusieurs décennies. Exactement. Donc, le supplice est tellement énorme. Il ne faut pas que les gens viennent nous faire peur, parce que si vous parlez, vous n'avez pas le droit de citer. Donc, assez à l'indifférence. Et j'ai dit, moi, à la communauté internationale, il faut qu'on me dise pourquoi cette injustice quand il s'agit du Congo. Il faut qu'on me dise pourquoi on ne parle pas de ça. 10 millions, plus, quand je dis 10 millions, plus de 10 millions de Congolais. Est-ce qu'on attend encore demain que les gens commencent à dire que je regrette, que je demande pardon? Parce que la souffrance qu'endure le peuple congolais aujourd'hui, nous sommes ici contemporains. La souffrance qu'endure le peuple congolais aujourd'hui, on ne le voit pas. On attend encore 60 ans après pour dire que non, nous nous regrettons, on demande pardon. Non, il faut le faire aujourd'hui. Parce que les gens souffrent aujourd'hui. Et ça, c'est incompréhensible. Ceux qui gèrent les Nations Unies aujourd'hui doivent savoir que plus tard, on en parlera. Plus tard, on en parlera. Mais l'histoire, c'est l'histoire, la mémoire. Mais je ne veux pas attendre l'histoire. Je veux que là, présentement, on parle de cette question, on décide et qu'il y ait réparation. On doit avoir une réparation. Quand deux armées se battent sur la terre congolaise, et puis on n'en parle pas, on laisse, on dit parce que c'est les Congo. Qu'est-ce que les Congolais ont fait? On doit payer parce que nous avons une terre riche et on doit nous faire payer. Et nous sommes là, citoyens du monde, dans ce monde aussi où nous pouvons parler. Vous ici, vous pouvez parler l'anglais comme les Américains parlent l'anglais. Vos enfants parlent l'anglais. Nous pouvons tous parler, nous pouvons discuter. Et nous, on nous prend pour des sous-hommes. Ça veut dire quoi? Parce qu'on n'a personne pour parler de nous. Alors moi, j'ai décidé, moi je parle du Congo, je parle de mon pays. Il faut que je parle de mon pays et que mon peuple me suive. Si ce peuple m'a élu, il ne m'a pas élu par hasard ou il ne m'a pas élu pour rien. Il m'a élu pour que je parle pour lui. Merci. Merci beaucoup, Gary Lé. Merci, Président Fayulu, pour votre réponse. Je voudrais quand même noter que j'avais dit que Monsieur Gino Mukasson est absent pour cause de deuil, mais il a quand même pu nous joindre finalement. Il est là avec nous. Alors, monsieur, vous pouvez y aller. C'est Alain Q41, hein, Kinshasa. Président Martin Fayulu, j'ai une question, mais d'abord deux petites préoccupations d'entame, question de curiosité. Nous sommes le 4 juillet, date de la célébration de l'indépendance des États-Unis. Le 4, vous avez été le candidat numéro 4. Croyez-vous au symbolisme des chiffres? Écoutez, si vous le croyez, écoutez, moi, je crois à beaucoup de choses. Et je suis un chrétien et je crois, j'ai ma foi chrétienne. En d'autres termes, cette date a-t-elle été choisie de manière fortuite ou juste parce que... C'est pas moi qui ai choisi la date, ce sont les journalistes, c'est vous qui avez choisi la date. Donc, voilà, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que vous pouvez poser des questions? Mais c'est vous qui venez de me rappeler qu'il y a un problème de coïncidence. Voilà. Alors, tout à l'heure, la modératrice avait dit que vous vous apprêtiez à rentrer à Kinshasa. Quel est l'état de votre esprit aujourd'hui? L'état de mon esprit? Oui. Non, mais comme dans quel état vous rentrez à Kinshasa? Je l'ai dit, j'ai dit dans mon allocution du 30 juin que je comprenais la frustration de mon peuple et que je savais que le pays n'est pas gouverné. Et je savais que l'heure était grave. Donc, je rentre dans un état d'esprit que le pays n'est pas gouverné. Que, par exemple, cette pandémie de Covid-19 n'est pas du tout gérée.
que les gens sont totalement irresponsables. Et il le faut, et je l'ai dit, que je viens pour qu'ensemble avec vous, peuple congolais, qu'on puisse libérer le pays. Donc, je rentre dans cet esprit de libération du Congo. Et il ne faut pas oublier, tout se tient. Dans mon message à la nation, le 30 décembre dernier, j'avais bien spécifié, j'avais bien dit que l'année 2020, c'est l'année de libération du Congo. Donc, j'entre pour que cela soit fait. Et là, vous allez comprendre, et dans l'allocution, j'ai bien proposé comment je pensais sortir de cette crise. Et si on arrive à sortir de la crise, selon mon plan de sortie des crises, si on arrive, tant mieux. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé à nos pères spirituels, aux responsables de nos confessions religieuses, avec la SADC. La SADC, pourquoi? Parce que vous voyez comment les amis ouest-africains, la CEDEAO, règlent le problème qui se passe dans les pays de la CEDEAO. Dernièrement, ou en cours, là, maintenant, vous avez le problème du Mali. Comment la CEDEAO gère le problème du Mali? Comment la CEDEAO a géré le problème de la Guinée-Bissau, ainsi de suite. Et j'ai demandé à la CEDEAO de se joindre à nos pères spirituels pour mettre tout le monde ensemble, toutes les parties prenantes, qu'on discute, qu'on fasse les réformes nécessaires et urgentes, et après qu'on aille aux élections anticipées. Je vais pour ça. Si ça ne marche pas, très clairement, j'ai dit au peuple de commencer déjà les manifestations populaires, bien sûr, en respectant les mesures barrières, de commencer les manifestations populaires pour qu'on arrive. Si on n'arrive pas par la voie des évêques et de la SADC, nous devons arriver par la voie populaire. Alors, la question, la grande question, oui, concernant votre discours, parce que vous avez fustigé, le fait est que le pays, depuis 1960, est connu des dirigeants illégitimes, selon vous. Si on vous prend au mot, c'est-à-dire, c'est là avec la complicité de la communauté internationale. Mais cette communauté internationale comprend quel langage? Vous-même, vous avez écrit une tribune dans le Financial Times qui a été plébiscitée parmi les 10 meilleures tribunes, 3e. C'est-à-dire que la communauté internationale comprend un certain langage. Quel est ce langage-là que la communauté internationale doit comprendre pour que le Congo ait finalement des dirigeants légitimes? Et d'abord, Alain, je vais vous reprendre parce que nous, Congolais, souvent, nous sommes des champions des euphémismes. Vous dites crise de légitimité selon vous, à vous entendre. Comment selon vous? Pas selon toi? Ou selon vous? Non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes Congolais. Que dit la première ligne de notre Constitution? Depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dues au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ça, c'est selon moi. Donc, 1960, on a tué Lumumba, vous le savez. OK? 65, Mobutu prend le pouvoir par coup d'État. Est-ce que c'est la légitimité? C'est le peuple qui a décidé? Je vais plus loin. Là, récemment, 2006, Jean-Pierre Bemba gagne l'élection présidentielle. Est-ce que c'est un doute pour vous que Jean-Pierre Bemba n'avait pas gagné? 2011, Étienne Tshisekedi gagne haut-la-main l'élection présidentielle. Ils prennent le résultat des Bandundu, du Katanga, de Kivu. Ils falsifient les résultats. On fait passer Kabila. Est-ce que vous ne le savez pas? Tout le monde le sait. 2018. Vous n'avez pas vu les résultats qui ont été fuités par le jeune Jean de la CNI? Vous n'avez pas vu le résultat publié par l'Église catholique? On parle de quoi? Est-ce qu'on ne vous a pas dit que les députés qui sont à l'Assemblée nationale, la plupart, ne sont pas des députés légitimes? On les a nommés. Donc, ne dites pas des choses. Alors, on se censure nous-mêmes. Moi, ce n'est pas mon problème.
Je dis à la communauté internationale, vous pouvez tout dire, moi j'ai mon pays. Moi, je ne peux pas venir ici décider pour les États-Unis. Personne ne peut aller en Afrique du Sud et faire ce qu'on a fait chez nous. Pourquoi? Personne ne peut aller en Afrique du Sud et décider que les élections se sont passées et on décide que non, c'est pas Cyril Ramaphosa qui a gagné, c'est quelqu'un d'autre. Jamais. Et pourquoi on va le faire chez nous? À cause de vos euphémismes. Ah, si vous dites ça, on va vous catégoriser. On va me catégoriser parce que je dis la vérité. La vérité a franchi. La vérité, c'est la vérité. La vérité, il y en a pas 36 000. La vérité est une. Donc, je suis dans la vérité. Je reste dans la vérité. J'ai dit aux gens, même si vous me mettez les couteaux ici, moi, Fayoulou, je peux vous le dire, je ne ferai jamais autre chose que la vérité. Et je l'ai dit dans Financial Times. Le président Kenya, il m'a envoyé la délégation 2 fois. La première fois, quand il m'envoie la délégation, cette délégation me fait comprendre que j'ai gagné. Parce que c'était, tout le monde était au courant. La dame qui était dans la délégation, y compris l'ambassadeur du Kenya qui était là, ils me font comprendre qu'on reviendra. Ils sont partis pour des bons. Pas pour des bons, mais ils sont revenus les 24 des jours de prestation de serment. Mais ils me disent, c'est les délégués, que non, nous, on peut nous arranger pour que vous soyez vice-président. Mais j'ai dit, vice-président, pourquoi? Je vous ai dit que j'avais besoin d'un poste. Pierre Lumbi, paix à son âme, il était là. Madame Bazaïba était là. Est-ce que j'avais besoin d'un poste? Donc, pensez-vous que parce que j'ai en face de moi des Occidentaux ou je ne sais qui, je dois avoir peur, je ne dois pas dire la vérité? Et tant que vous ne me direz pas la vérité, on ne pourra jamais sortir le Congo du trou. Et je vous conseille, mes chers frères et sœurs, d'être des gens qui disent la vérité. Vous pouvez tout dire. J'ai fait des émissions, Waoui Naïla, ici, je me rappelle avoir fait une émission avec elle, c'est la chaîne B1, et les gens disent, vous-même, on a fait beaucoup d'émissions, les gens disent, mais la vérité triomphe. Et vous comprenez, vous commencez à savoir qui est Fayoulou. Qui est Fayoulou. Donc, il faut, s'il vous plaît, que nous tous, nous allons vers la vérité. Parce que quand vous dites la vérité, les gens ne sont pas méchants pour être méchants. Les gens comprennent. Quand on parle de Black Lives Matter, pourquoi les gens se disent, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le mouvement ici aux États-Unis? Il y avait beaucoup de nos amis américains, beaucoup de nos amis blancs qui sont sortis parce qu'ils ont compris. Parce que si vous portez votre problème sur la place du monde, les opinions de ces pays-là, des pays occidentaux, comprennent ce que vous vivez, que dans un pays, on a fait le peuple parti, il a exercé sa souveraineté, il a voté. Parce que quand on parle de 70%, c'est pas 70%. Si vous prenez Beni, Butembo, Yumbi, 1 300 000, à Beni, on a fait les élections. Les jeunes gens ont fait 90%. Si vous ajoutez les 1 300 000 là, disons qu'il y a 1 million de voix qui viennent, mais j'aurai plus de 70%. Et c'est ça la vérité. Pourquoi vous voulez